Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on reçoit François Forget, astrophysicien. Il est directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. C'est un spécialiste de l'étude du climat et de l'atmosphère des planètes du système solaire, dont celui de la planète Mars. Claude l'a interviewé le 15 avril 2021. Bienvenue à bord. Je vous souhaite un agréable voyage sur Mars. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Dans le cadre de notre série de balados Voyage dans l'espace, on a beaucoup parlé de la planète Mars. On l'a, je pense, exploré presque sur toutes ses coutures. On a notamment parlé de pourquoi Mars nous fascine-t-elle depuis presque 200 ans maintenant. C'est presque une obsession, même la planète Mars. On a parlé aussi de l'exploration de la planète Mars avec les sondes Viking. On a parlé des plus récentes sondes qui ont été lancées, notamment InSight, notamment Perseverance, etc. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur une question, sur un angle bien précis. Qu'est-ce que ce serait que de s'installer sur la planète Mars et d'y vivre? C'est-à-dire, si on avait les deux pieds dans le sable de Mars, qu'est-ce que ce serait? On parlera pas de comment on va faire pour arriver sur Mars, comment on pourrait s'y prendre, ni quand peut-être irons-nous sur Mars, mais bien plus si on s'installait sur la planète Mars. Et évidemment, pour vivre sur la planète Mars, c'est vivre dans un environnement très différent de celui de la Terre. C'est vivre dans une atmosphère qui est différente de la nôtre. C'est vivre dans des conditions climatiques et météorologiques différentes. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à un spécialiste de l'atmosphère de Mars, c'est-à-dire François Forget. François Forget, comme vous allez le découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est vraiment un passionné de la planète Mars. Et c'est peut-être la personne la mieux placée pour nous expliquer qu'est-ce que ce serait que de vivre sur la planète Mars, dans l'environnement martien. Donc, je pense qu'avec ce spécialiste-là, nous allons explorer un angle qui n'est pas souvent fréquent, mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent de s'installer sur Mars, qui fantasment un jour de s'installer sur Mars. On va voir si ça serait le cas de M. Forget. Merci beaucoup, François, de m'accorder un peu de votre temps. Je sais que vous êtes fort occupé. Merci, c'est un plaisir. Parfait. Mais avant d'aborder la question précis, j'aimerais ça vous parler un peu de votre cheminement. Comment vous vous êtes intéressé, j'imagine, tout jeune, aux sciences, à l'exploration spatiale et éventuellement à la planète Mars? C'est quoi un peu votre démarche? Alors, c'est vrai que le mot-clé, là, c'est exploration. Quand j'étais jeune, comme beaucoup, je rêvais d'être explorateur, en fait, plutôt que chercheur scientifique, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, j'ai fait, à titre personnel, j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines, de montagnes, d'exploration polaire. Et par contre, j'ai fait des études de maths et de physique, mais j'avoue que j'ai grandi sans connaître vraiment le monde scientifique. Donc, je suis devenu ingénieur en pensant que pour être chercheur scientifique, être astrophysicien, il fallait vraiment avoir beaucoup de chance ou être Einstein ou je ne sais quoi. Où j'avais au contraire une vision négative sur les pauvres chercheurs qui vivaient dans des caves toute leur vie à étudier un petit chose très très détaillé. Mais en réalité, je me trompais. Et donc, en fait, quand je suis devenu ingénieur, j'ai travaillé d'abord sur les pipelines sous-marins, puis après, j'ai travaillé pour l'Agence spatiale française qui s'appelle le CNES. Mm-hmm. Et là, ils m'ont envoyé travailler à la NASA. Et là, j'ai travaillé sur un projet lié à la planète Mars. À l'époque, on avait un projet de ballon dans l'atmosphère de Mars, dans les années 90. Et là, j'ai rencontré des chercheurs, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc, je suis rentré en France et j'ai fait une thèse. Pour devenir astrophysicien, chercheur scientifique, il faut faire un doctorat, une thèse de doctorat. Et puis après, je suis devenu chercheur un peu spécialisé dans l'environnement des planètes et en particulier de la planète Mars. Pourquoi cet intérêt, vous, pour la planète Mars? Évidemment, c'est un as passionnant, mais pourquoi vous avez choisi cette planète-là plus qu'autre chose, un autre angle de la recherche scientifique dans le domaine spatial? Alors, je dois dire que moi, j'aime bien toutes les planètes. Mais d'abord, il se trouve que la planète Mars est quand même particulière. Elle est particulièrement intéressante, d'abord parce qu'elle ressemble beaucoup à la Terre. Donc, scientifiquement, par exemple, en étudiant la planète Mars, on apprend beaucoup sur notre propre planète. Un petit peu comme en médecine, on étudie les autres animaux pour comprendre comment fonctionne le corps humain. Alors, de ce point de vue-là, si on file la métaphore, Mars ressemble
beaucoup à la Terre, donc c'est un peu comme un singe, un chimpanzé. Oui, oui. Tandis que certaines autres planètes sont vraiment très bizarres, on dirait des pieuvres ou des méduses, ou je ne sais quoi. Donc c'est pas mal pour ça. Et puis Mars aussi a cet intérêt particulier dont on parle souvent, c'est que la moitié de la surface de la planète Mars en fait est très ancienne. Elle date il y a 3,5-4 milliards d'années quand la planète était jeune. Et à cette époque-là, on a découvert qu'il y avait des lacs et des rivières sur la surface de Mars. Et à cette époque-là aussi, la Terre, la vie est apparue sur Terre. Donc évidemment, c'est fascinant d'explorer toute cette planète d'autrefois pour voir ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc, c'est un sujet qui me fascine aussi. Et puis, enfin, il faut dire que la planète Mars, c'est quand même un peu plus facile d'accès par rapport à d'autres mondes, à part la Lune, bien sûr. Oui, oui. Et donc, ce qui fait qu'il y a plus de missions, on peut préparer l'envoi d'astronautes. Donc, elle a plein d'intérêt. Voilà. Puis, à titre personnel, c'est vrai que c'est un monde, comme il ressemble beaucoup à la Terre, on se prend un peu plus pour un explorateur, quoi. Oui, oui, tout à fait. Présentez-nous la planète dans vos mots, parce que nous, on en a beaucoup parlé à Voyage dans l'espace. Quand les gens vous demandent qu'est-ce que la planète Mars, en quoi elle est intéressante, qu'est-ce que vous répondez? Présentez-nous Mars. C'est une petite Terre, Mars. C'est ça qui est en particulier. C'est, comme je le disais, c'est donc elle fait à peu près la moitié de la taille de la Terre. Cela dit, la surface de la planète Mars est presque égale à l'équivalent de la surface de tous les continents émergés sur Terre. Donc il y a quand même de quoi faire. Oui, oui. C'est vrai. Et donc, par ailleurs, c'est une petite terre sèche et glacée, aride, mais avec beaucoup de points communs avec la Terre. La durée du jour est de 24 heures 40 minutes, donc presque comme la Terre. Le rythme des saisons, vous savez que les saisons sur Terre, comme sur Mars, c'est régi par le fait que l'axe de rotation de la planète est incliné par rapport au plan de l'orbite, ce qui fait que, vous savez, en été, l'hémisphère nord se tourne vers en été nord, l'hémisphère nord se penche vers le soleil, donc il fait plus chaud, etc. Et cette inclinaison qu'on appelle l'obliquité est presque la même sur Mars et sur Terre. C'est 25 degrés à peu près. Oui, oui. Et donc on retrouve le même rythme des saisons. Alors les mêmes durée du jour, même rythme des saisons. L'année est un peu plus longue, ce qui fait que on est un peu chez soi. Alors bien sûr, c'est une surface très désertique, mais par exemple, si je décris un petit peu le côté météorologique, on retrouve des vents comme sur Terre, des vents d'ouest avec des dépressions, des anticyclones aux moyennes latitudes, là comme au Canada. Et puis si on va sous les tropiques, on retrouve des vents alizés, des vents de mousson. Voilà, donc il y a beaucoup de points communs. Et même comme vous avez dit dans une de vos conférences, quand on regarde des photos de Mars, on s'attend presque à voir passer des chameaux à un moment donné. Ouais, un petit peu. On peut, si vous voulez, qu'on aborde un peu justement comment ça fait d'être sur Mars. C'est vrai que c'est avant tout un désert, mais à part ça, il y a avec ce soleil là qui est clair, on se retrouve un peu sur Terre. Alors il y a une différence tout de suite qui saute aux yeux au niveau des images et de ce qu'on y voit, c'est que le ciel est toujours orangé et non pas bleu, parce que en fait la couleur du ciel est donnée par le fait qu'il y a toujours des poussières minérales soulevées par les vents en suspension dans l'atmosphère. Et donc, on a toujours un ciel orangé. Si vous regardez des photos de la NASA, vous avez l'impression que le ciel est blanc ou gris, voire bleu. En fait, ce sont des images dont on a un peu modifié les couleurs pour pouvoir mieux voir la surface et les contrastes, mais en fait, qui sont pas ce que l'on verrait nous si on était sur place. Ah, c'est intéressant ça. Donc, les images qu'on voit, on voit le sol à peu près tel que nous, on le verrait et ça déforme le ciel ou c'est toutes les couleurs qui sont changées? Ah, ça, c'est une très bonne question. Et c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Et la raison est la suivante, c'est que, en fait, quand nous, œil humain, quand vous vous retrouvez dans une ambiance, par exemple, un peu orangée, votre cerveau fait ce qu'on appelle, vous connaissez peut-être ce jargon-là en photo ou pour ce qui concerne la vidéo, on fait la balance des blancs, c'est-à-dire qu'on corrige un petit peu cette ambiance orangée. Ce qui fait que notre œil rapidement voit les couleurs comme si on était sur Terre et qu'on les éclairait. On trouverait pas que l'ambiance soit spécialement orangée. Par contre, si vous sortez votre téléphone portable ou votre appareil photo sans faire aucune correction, là vous verrez que les couleurs sont vraiment vraiment orangées. Et ça, j'ai pu le ressentir parce que vous savez que par exemple quand on travaille sur des missions spatiales, moi j'ai notamment récemment travaillé pas mal sur une mission qui s'appelle InSight. C'est un engin qui s'est posé sur Mars en 2018. Et donc, au centre de la NASA, qui s'occupe des opérations d'InSight, qu'on appelle le Jet Propulsion Laboratory, il y a une salle de ce qu'on appelle un test bed, une salle de test où on a un modèle d'InSight
qui est posé dans le sable, et puis on vérifie, on teste les différents mouvements qu'on fait avec le bras automatique, des choses comme ça. Oui, oui. Et pour les caméras, il y a un système d'éclairage qui reproduit l'éclairage, la lumière qu'on a sur Mars. Okay. Et donc c'est amusant, ça fait une expérience un peu qu'on peut vivre et voir un peu la couleur, l'ambiance qu'il y a sur Mars. Eh bien, vraiment, il se passe ce que je vous dis. Au début, on dit c'est orange, et au bout de quelques secondes, on voit tout à fait naturel. Et si on prend des photos, tout est orange. Mais le cerveau, lui, parce qu'on est habitué de voir le ciel bleu, a tendance à mettre les choses blanchâtres. Voilà. Et si vous prenez votre appareil photo et vous appuyez sur le bouton balance des blancs en photographiant une page blanche, toc, vous allez voir des images tout à fait naturelles. Et c'est ces images-là que la NASA fournit, en fait. Donc, c'est plutôt ça que vous voyez, et c'est une bonne idée. Donc, ça correspond quand même à ce qu'on verrait, nous, à la surface. Oui, d'accord. Parlant de couleurs, avant l'ère spatiale, les astronomes qui observaient la planète Mars avaient l'impression de voir le cycle des saisons. Avaient l'impression qu'en été, Mars avait des teintes plus ou moins vertes et plus ou moins grises durant l'hiver. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer réellement au télescope, ou c'était une vue de l'esprit parce qu'on pensait qu'il y avait de la vie sur Mars puis qu'il devait y avoir des forêts vertes l'été puis grises en hiver? Est-ce qu'on voit un cycle des saisons si on observe Mars? Alors, ce que l'on voit tout de suite, c'est le cycle de saison au niveau des calottes polaires. Mm-hmm. Il y a des calottes polaires saisonnières, donc quand l'automne arrive, pendant l'hiver et puis jusqu'au printemps, l'hémisphère d'hiver se couvre de glace blanche. De givre. Et finalement, quand on connaît la Terre, ça va vraiment ressembler ça ressemble à la Terre quand le Canada et la Sibérie se couvrent de neige, si vous voulez. C'est vraiment l'équivalent. Oui, oui. Et puis, quand le printemps revient, la neige recule jusqu'au pôle. Il reste plus qu'un glacier, des glaciers au pôle. Mm-hmm. Alors, pendant longtemps, on a vraiment cru que c'était comme sur Terre. Sauf qu'on se trompait parce qu'en fait, l'essentiel de cette neige que l'on voit, qui peut atteindre 1 mètre d'épaisseur chaque année, c'est de la glace carbonique. C'est de la neige, c'est du CO2 solide, du dioxyde de carbone gelé. Et donc, c'est de l'atmosphère, en fait, gelée. Et jusque dans les années 60, en fait, les astronomes se trompaient et pensaient que c'était de la glace d'eau. Et donc, sur cette base-là, déjà, ils se trompaient bien sur ce qui se passait sur Mars. Par ailleurs, cette impression que l'on a que la couleur du sol change, c'est plutôt lié là au fait qu'il y a plus ou moins de poussière dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a l'impression que ça évolue, que ça change. Il y a aussi des nuages qui sont aussi marqués par un cycle saisonnier. Et donc, on avait quand même l'impression, effectivement, que il y avait des changements. Par contre, le fait qu'il y avait des endroits qui semblaient verdâtres, ça, c'était une illusion. Okay. C'était une illusion vraiment. C'est surtout ces changements qui trompaient. Puis, à l'époque, on observait ça à travers des lunettes astronomiques, plutôt que par des télescopes. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'astronomie, le problème des lunettes, c'est que elles disturbent un peu, elles perturbent un peu les couleurs. Il y a des effets de prisme, et parfois les couleurs, il y a des aberrations. Qui donnent des effets de couleurs un peu bizarres, et quand on se concentre très 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 fort à regarder Mars, on voyait des fois des couleurs bizarres, des fois aussi, vous le savez sans doute, on voyait des canaux qui sont des illusions d'optique que l'œil amène. Donc on voyait des faux canaux, des lignes droites qui ne sont pas là, et de la même manière on voyait parfois des couleurs qui n'existent pas. Exactement. Fait que c'est une combinaison des lunettes astronomiques qu'on utilisait avec ce que notre cerveau espérait voir, qui faisait qu'on avait l'impression qu'il y avait plus de choses sur Mars qu'il y en a en réalité. Ah non, il y a beaucoup de choses sur Mars. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'actions quand même. Dans une lunette, on voit vraiment, je répète, des nuages, du givre, des nuages de poussière, une atmosphère dont l'opacité change, et ça fait des impressions comme ça bizarres. Par contre, cette couleur verte, oui, ça, c'était une illusion. Parlons un peu de l'atmosphère de Mars. Si on avait, nous, les 2 pieds dans le sable rouge de Mars, on serait dans une atmosphère très différente de celle de la Terre. On peut parler évidemment de la composition de l'atmosphère, mais quelle impression on aurait si on avait les 2 pieds sur le sol de Mars? Alors, on va commencer par positivement. Donc, on arrive là, il est 14 heures, heure locale. Je vous ai dit, la durée du jour est de 24 heures, 40 minutes. Donc, on retrouve à peu près la même chose. Donc, il y a vraiment la notion d'après-midi sur Mars. Donc, vous y allez l'après-midi. Le sol est à peu près à 20 degrés sur la grande partie de Mars. Et donc, le sol est pas trop froid. L'atmosphère au-dessus est un peu plus froide quand même. Vous avez une brise. Typiquement, si vous êtes sous les tropiques, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez les vents alizés, quelques kilomètres heure de vent, donc quelque chose de confortable.
Mais en réalité, non. C'est pas si simple que ça. Alors, il y a deux choses à dire. La première, c'est que la nuit suivante, la température va chuter jusqu'à moins 80, voire moins 90 degrés. Mm-hmm. Et puis surtout, l'atmosphère est quand même différente de la Terre. D'abord, vous avez raison, la composition n'est pas la même. On a 95% de dioxyde de carbone, de CO2, donc on peut pas du tout le respirer. Et le reste, en gros, c'est un petit peu d'azote et un petit peu d'argon. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il faudrait au moins un masque à oxygène pour se promener sur Mars. Et en fait, ça ne suffit pas. Et la raison, c'est que la pression à la surface est quand même très faible, on va dire 100 fois plus faible que sur Terre, voire moins. Et résultat, si vous savez que la température d'ébullition de l'eau, des liquides avec de l'eau, dépend de la pression. C'est pour ça que si vous allez en haute montagne, l'eau va bouillir à 80 degrés, par exemple, et vous allez mettre plus de temps à cuire vos pâtes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Oui. En tout cas, c'est vrai, c'est comme ça. Résultat, à la pression 100 fois plus basse qu'il y a sur Mars, eh bien, la température, le point d'ébullition est très très proche de 0 degré. Résultat, le sang à 37 degrés, votre salive va vouloir bouillir. Alors la salive, vous allez sentir tout de suite qu'elle va bouillir. Le sang, alors il est quand même sous pression dans les vaisseaux sanguins, mais enfin, ça va quand même être un problème. Même avec un masque à oxygène, en fait, la pression sera pas suffisante. Bref, pour ne pas, on va dire, pas exploser, mais avoir des grosses enflures et des problèmes vraiment médicaux immédiats. D'abord, la pression est pas suffisante pour vraiment bien respirer l'oxygène. Il vous faut un scaphandre. Donc, voilà. Le fait est que sur Mars, il faut un scaphandre, un peu comme sur la Lune, comme vous avez pu voir dans les bons films. Il faut un scaphandre. Donc ça, c'est la grosse différence. Un scaphandre qui va être gonflé et bien gonflé, et ça va quand même vraiment tout changer. La facilité, poser vraiment plein de problèmes pour vivre sur Mars comme on souhaiterait le faire avec facilité. C'est pas possible. Il faut un scaphandre gonflé comme pas comme un pneu de vélo, mais presque. Donc la vie est plus compliquée, quoi. On est presque sur la Lune. Est-ce qu'il y aurait aussi, supposons qu'on pouvait exposer notre peau, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le danger d'attraper un coup de soleil parce qu'il n'y a pas de l'atmosphère, le sol de Mars n'est pas protégé comme le sol terrestre, je pense, hein? Alors, un peu moins, parce que l'atmosphère est fine, mais malgré tout, oui, on reçoit pas mal d'ultraviolets, mais bon, on est 1,5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre, hein, je l'ai pas dit, donc on reçoit 2 fois moins de rayonnement solaire, et c'est pour ça qu'il fait plus froid. Et puis, il y a quand même une atmosphère, donc les rayonnements vraiment très agressifs, qu'on reçoit pas non plus sur Terre, bien sûr, sont quand même filtrés, la poussière filtre un peu, mais malgré tout, oui, vous avez raison, on pourrait avoir... on reçoit des ultraviolets qui sont pas dangereux au point de passer à travers la combinaison et de vous blesser. Mais enfin, à terme, d'une part, certaines radiations en s'accumulant peuvent être un petit peu cancérigènes, on pense. Et puis d'autre part, oui, il faut un scaphandre. Exactement. Est-ce que une atmosphère de CO2, ça doit plaire à des plantes? Est-ce qu'on pourrait mettre des plantes? Est-ce qu'il y a des plantes terrestres qui pourraient vivre sur Mars? Alors, rapidement comme ça, on a envie de répondre non. Et la raison, c'est une bonne question, c'est qu'en fait, on ne pense pas qu'il puisse y avoir de l'eau liquide à la surface de Mars. La raison, c'est que, en fait, comme je vous ai dit, on est vraiment très proche du point d'ébullition, hein, je l'ai mentionné. Alors, je vais pas faire de la physique, mais si vous voulez, si on est sur les hauts plateaux, en altitude, sur Mars, on est à une pression tellement faible, en fait, qu'on ne peut pas du tout avoir d'eau liquide. Sur ce qu'on appelle le diagramme de phase de l'eau, on passe directement de la glace à la vapeur sans jamais passer par l'eau liquide. Bon, si on va quand même dans les plaines, là la pression est plus élevée, on est au-delà de ce qu'on appelle le point triple de l'eau, au-delà duquel on peut avoir de l'eau liquide, je ne vais pas être trop savant, donc c'est à peu près à 610 pascal, 6,1 millibars. Eh bien là, on peut avoir de l'eau liquide en théorie, mais en pratique, si vous prenez un verre d'eau et que vous le posez, il va s'évaporer inexorablement, quoi que vous fassiez, assez rapidement. Alors vous allez me dire, c'est le cas aussi sur Terre, hein. C'est vrai que dans la plupart des endroits sur Terre, si vous mettez un verre d'eau, il s'évapore. Mais là, quand même, il va s'évaporer toujours et tout le temps. On ne peut jamais avoir 100% d'humidité. Et au contraire, on est toujours très très loin. Donc c'est ultra sec. Et on peut donc démontrer qu'on ne peut pas avoir d'eau liquide à la surface. Et en plus, on n'en a vraiment jamais vu. Alors, ce qui fait que ce soit pour des plantes, des bactéries, comme la vie telle qu'on la connaît, telle qu'on peut l'imaginer, elle a vraiment besoin d'une chose, c'est d'eau liquide. Donc, ça pose vraiment un problème. Alors, on peut toujours spéculer des choses un peu folles en imaginant des bactéries qui exploiteraient
non pas de l'eau liquide pure, mais de quelque chose d'extrêmement salé. Mais c'est très, très spéculatif, donc on n'y croit pas trop. Si on se mettait au fond d'un cratère ou d'une vallée, là, ce qu'on peut trouver d'à peu près de plus profond en surface de Mars, est-ce que là, on aurait une pression qui permettrait peut-être un peu à l'eau d'exister, puis peut-être à des plantes de pousser dans les meilleures conditions qu'on pourrait trouver dans de profondes vallées, profonds cratères? Bah oui, alors je vais répéter ça autrement, si vous voulez. On peut imaginer, si vous mettez un tuyau d'eau ou un verre d'eau, vous arrosez vos plantes. Alors attention, si la température de cette eau dépasse quelques degrés, elle va bouillir directement. OK. Elle va bouillir directement. Donc, si vous êtes au soleil, je vous ai dit, la température monte à 10-20 degrés, elle va bouillir tout de suite. Ensuite, la partie en bouillant, elle va aussi refroidir. C'est compliqué, mais l'évaporation très forte, comme ça refroidit fortement. Et donc, une partie va s'évaporer, surtout bouillir, puis s'évaporer, et l'autre partie va geler. Ce qui fait que c'est vraiment compliqué d'avoir l'eau liquide. Elle est extrêmement instable et donc on peut en avoir, hein, mais ça sèche très vite. Donc, c'est l'équivalent. Imaginez, c'est difficile à dire. Ce serait l'équivalent, je sais pas si ça parlera, d'être dans un monde qui serait chez nous, mais à 95 degrés, ultra sec, avec un gros ventilateur en permanence. Vous imaginez, l'eau vraiment ne dure pas longtemps, quoi. Elle s'évapore très vite et c'est pas facile d'arroser des plantes dans ces conditions. Elles vont vraiment dessécher tout de suite. Oui, exactement. On mesure des vents assez intenses sur Mars, mais une atmosphère 100 fois moindre que celle de la Terre. Si on était sur Mars, est-ce qu'on sentirait le vent dans une atmosphère aussi ténue? Vous avez raison, la densité est 50 à 100 fois moindre. Hein, il fait un peu plus froid, donc le CO2 est un petit peu plus dense. Donc c'est la densité à peu près 70, typiquement 70 fois plus faible que sur Terre. Et donc la force exercée par le vent est proportionnelle à la densité, donc on ne sentirait pas grand-chose. Par contre, si le vent est très fort, la force qu'on ressent, elle est quand même proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, quand le vent est très fort, on sent un petit peu quand même. Okay. Et puis surtout, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de particules de poussière dans l'atmosphère. Elles, par contre, elles se déplacent vraiment à la vitesse du vent. Donc, le vent, il y a du vent qui souffle, mais il n'est pas beaucoup plus fort que sur Terre. Hein. On a des vents qui font toujours 20, 30, 40, 50 km/h et les vents les plus forts sont autour de 100, 150 km/h. C'est un peu comme sur Terre. Mais c'est vrai que les particules de poussière qui se baladent, elles vont à cette vitesse-là, elles criblent. Alors on le sent à peine parce qu'elles sont vraiment microniques, un peu comme du talc, mais elles vont cribler partout, elles vont arriver sur vous à la vitesse du vent. Donc, et on a quand même une notion de vitesse du vent parce que les poussières se déplacent à cette vitesse-là, mais la force du vent elle-même est pas très forte. Ouais. C'est ça. Fait que c'est pas comme dans certains films d'Hollywood où on voit des tempêtes sur Mars absolument gigantesques, alors que en principe l'atmosphère est tellement faible qu'on pourrait pas ressentir les phénomènes que nous montre des fois Hollywood. Oui, vous faites référence en particulier à la scène au début du film Seul sur Mars. Seul sur Mars, ouais. Et qui montre une tempête de poussière très violente. Alors, c'est très impressionnant. Qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit d'abord qu'il fait noir. Et ça, c'est pas faux. Il y a des tempêtes de poussière où vraiment ce qu'on appelle dans notre jargon l'épaisseur optique de la poussière monte énormément et il fait vraiment très, très sombre. Donc ça, c'est pas faux. Ensuite, on voit des espèces de graviers qui passent soulevés par les vents. Alors ça, c'est vraiment très faux. Parce que j'ai dit, la poussière, même quand il y a des grosses tempêtes, elle atteint quelques microns de diamètre au maximum, quoi. Ça, on la verrait pas, quoi. C'est très pulvérulent comme ça, très fin. Et puis enfin, le vent a l'air de pousser les astronautes, de faire tomber la fusée. Oui. Ça non plus, c'est pas vrai. Par contre, dans le film, ce qui se passe, c'est qu'il y a le vent, à un moment donné, soulève une antenne ou quelque chose. Et si on calcule une antenne très légère en fibre de carbone, peut quand même être transportée par le vent parce que, comme je vous ai dit, à la vitesse au carré du vent, ça fait quand même une force non négligeable. Et là, à ce moment-là, une fois soulevée par le vent, elle va se déplacer assez vite. Et donc, elle peut percuter un astronaute. Elle va pas lui couper la tête. Hein. Oui. Faut pas exagérer, là. Vous voyez, ça, c'est un peu plus subtil que ce qu'on croit. De la même manière, vous savez que là,
on parle donc de ce vol de Ingenuity hélicoptère, et c'est un vrai challenge parce qu'une fois en l'air, il subit le vent. Il subit le vent qu'il y a sur Mars. Ce vent, pendant la journée, ils veulent voler, ils sont obligés de voler en début d'après-midi pour que les batteries soient bien chaudes et bien pleines. Et là, il y a beaucoup de turbulences liées à la convection. La surface est relativement chaude, je vous l'ai dit, 20 degrés. Ça fait des mouvements convectifs, des rafales de vent. Et donc, c'est pas facile pour l'hélicoptère alors que la densité est très faible. Alors évidemment, la densité très faible fait que l'hélicoptère déjà a du mal à décoller. Mais une fois en l'air, lui aussi, il subit les vents. Et ça n'a pas été évident de contrôler. On a peur qu'il bascule et qu'il atterrisse mal et qu'il se mette sur le côté. Et là, ce sera la fin du projet. C'est ça. On était censé en parler, vous et moi. Normalement, on aurait déjà assisté au premier vol. On aurait pu le commenter. Ça a été retardé justement parce que ça s'avère plus difficile. Dites-moi, si donc on s'installait sur la planète Mars, si on installait une colonie, ce serait quoi les conditions de vie et compte tenu de tout ce qu'on vient d'énoncer? Alors, ça se passerait? Vous avez compris que la première chose, donc parlons déjà des premières expéditions, les astronautes qui vont vivre et ils vont avoir un habitat. Alors bien sûr, ce qui est surtout important à dire, c'est que cet habitat il devrait être pressurisé, il devrait être vraiment sous pression et il faudra un SAS. Et je sais pas quelle stratégie va être utilisée, mais c'est compliqué d'avoir un SAS, d'avoir tout sous pression. Parce que tout est très gonflé et donc il faut que ce soit assez résistant. Et puis par exemple, pour sortir en scaphandre comme on l'imagine même dans les films, c'est pas facile parce que par exemple sur la station spatiale internationale, les astronautes respirent de l'air comme sur Terre. C'est vrai que pour faire des missions de longue durée, c'est ce qui est préférable. Donc, ils respirent de l'air à pression de 1 atmosphère. Mais quand ils doivent sortir dans l'espace, ils doivent se préparer pendant des heures à respirer de l'oxygène pur pour purger leur corps d'azote parce que sinon, ça fait des problèmes un peu techniques de décompression. Donc, on peut pas sortir comme ça facilement, comme dans les films. Et puis ensuite, on est dans un scaphandre très gonflé. Faut passer un sas. Tout est sous pression. Tout de suite, c'est plus compliqué. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. On est tout le temps dans un environnement pressurisé, sous pression, avec des scaphandres. Les scaphandres, si on les met avec de l'air à l'intérieur, ils sont comprimés à 1 bar. Et donc, ça les rend très, très rigides. Et c'est pour ça que les astronautes, quand ils font leur sortie dans l'espace, on les met dans une atmosphère sous moindre pression, mais avec de l'oxygène. D'où les problèmes que j'évoquais jusqu'à l'instant. Donc, voilà, plein de complexité. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut souligner au premier abord. C'est cette difficulté-là, le fait de vivre tout le temps dans un environnement pressurisé, un peu comme sur la Lune. Mais c'est plus proche de la Lune que de vivre sur Terre, même si la lumière est belle, le ciel est orange et lumineux. De ce point de vue-là, il y a quelque chose de comparable avec la Lune. Par ailleurs, un autre problème sera posé par les poussières qu'on a évoquées. Parce que il y a des poussières partout, elles sont très pulvérulentes. Et donc, nous, on sait que avec nos robots, que ça pose plein de problèmes. Par exemple, la mission InSight dont j'ai parlé tout à l'heure, on est vraiment des soucis parce que la poussière s'est accumulée partout. Par exemple, sur les panneaux solaires, on n'a presque plus d'énergie tellement elle est opaque à présent. Donc la mission est au bord de terminer. On espère qu'une rafale de vent va nettoyer le panneau solaire bientôt, mais c'est toujours pas arrivé. Il se trouve que c'était arrivé pour d'autres missions spatiales comme les rovers Spirit et Opportunity. De temps en temps, il y avait une rafale de vent qui nettoyait les panneaux et hop, on pouvait repartir. Mais sur InSight, ça marche pas, donc on est un peu inquiet. Mais par ailleurs, pour tout ce qui est les joints, toutes les articulations électroniques, il y a de la poussière partout, donc c'est pas facile de gérer cela. Juste pour suivre une parenthèse, on l'a peut-être pas souligné, quoique les auditeurs l'ont peut-être compris, mais l'atmosphère de Mars, elle est très sale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère, plus que sur Terre. Toute proportion gardée? Oui, plus que sur Terre. La raison, c'est que sur Terre, en fait, on a, c'est vrai, le vent qui soulève la poussière de temps en temps. Mais par contre, vous avez un peu partout des précipitations, la pluie. Et la pluie, ça fait ce qu'on appelle vraiment, même scientifiquement dans notre jargon, ça lessive. C'est lessivage, ça lessive l'air, et donc l'air reste plutôt propre. Alors, évidemment, sur Terre, il y a quand même des aérosols de toutes sortes, etc. Et on les voit. Mais par contre, vous voyez, sur Terre, quand le soleil est là et l'atmosphère est claire, le ciel est bleu, quoi. Il n'est pas orange.
Il est orange quand il y a une bonne tempête de poussière, quand il y a des incendies en Australie ou en Californie, mais sinon il est plutôt bleu ou blanc quand il y a des nuages. Sur Mars, non, le ciel est orange. Parfois blanc aussi, hein. Il y a quand même toujours toute une partie de l'année, selon les endroits, où il y a des nuages qui se forment. Et ces nuages sont blancs. C'est la plupart du temps des nuages de glace d'eau. Et puis parfois, on a à très haute altitude la formation de nuages de glace de CO2 que l'on voit aussi depuis la surface, qui sont jolis aussi, un petit peu bleutés, plutôt blancs. Alors on les voit, mais on les voit quand même à travers l'atmosphère qui est déjà chargée en poussière. Donc quand on prend des photos à la surface, on voit qu'il y a des nuages, mais ils paraissent un peu orangés. Oui. Voilà l'ambiance un peu. Oui. Sur la Lune, les astronautes qui sont allés sur la Lune ont noté que la poussière était déjà un grand problème parce que, à force de marcher dans le sable lunaire, ils salissaient leur scaphandre et ils faisaient attention pour pas ramener la poussière à l'intérieur de le module lunaire. La situation risque d'être aussi pire sur Mars, sinon encore plus grave, parce que là, l'atmosphère charrie la poussière. Hein. Ça risque d'être un très gros... C'est un problème sur la Lune et ça risque d'être encore un plus gros problème sur Mars. Ouais, c'est un sujet. J'étais plusieurs fois dans des conférences, non pas scientifiques, mais disons d'astronautiques pour préparer les missions vers Mars. Et j'ai même été invité pour parler de poussière auprès d'ingénieurs qui préparent des missions d'astronautes. Et bien, c'est effectivement un grand souci d'inquiétude. Alors, il y a un aspect qui le rend plus inquiétant que sur la Lune, il y a un aspect qui le rend moins inquiétant. Ce qui rend le problème plus inquiétant, c'est le fait que il y a une atmosphère qui fait que la poussière est transportée et quoi qu'on fasse, elle se dépose, elle s'accumule partout, tout le temps. Alors que sur la Lune, rien ne bouge. Ce qui fait soulever la poussière, c'est les astronautes, c'est les roues des rovers, les rétrofusées, etc. L'aspect qui rend la poussière martienne un peu moins inquiétante, par contre, c'est le fait que c'est de la poussière, c'est de la vieille poussière. Ça fait des millions d'années, voire plus, qu'elle est transportée par l'atmosphère, etc. Et on peut imaginer, on n'a jamais pu très très bien l'observer encore, mais qu'elle est un petit peu érodée, arrondie, ce qui fait que à l'échelle microscopique, eh bien, elle n'est pas trop anguleuse. Elle est un peu comme des petits galets. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est de la poussière bien usée. Elle est moins corrosive. Elle est moins corrosive, tout à fait. Alors que sur la Lune, la poussière, elle a une origine qui n'est pas liée à l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle un régolithe, c'est-à-dire que c'est de la poussière qui a été faite parce que la Lune, depuis des milliards d'années, est tout le temps impactée par des météorites de toute taille, des grosses, des petites, des moyennes, des très petites, et à force, tac, ça fait un espèce de, ce qu'on appelle du jardinage, gardening en anglais, et à force, ça crée de la poussière très fine. Et cette poussière, elle est issue de petits impacts. Et on peut imaginer que c'est plein de cassures, d'arêtes assez qui vont faire effectivement de la corrosion. OK. Donc là, si on avait à s'installer quelque part sur Mars, si on avait installé une colonie ou une base, où devrait-on s'installer? Au fond d'un cratère, dans une vallée, dans une plaine? Où ce serait préférable de s'installer? C'est pareil, c'est un sujet de débat très intéressant parce qu'il y a des pour et des contre pour pas mal de différents endroits. Okay. Alors bien sûr, si on reste longtemps, on va éviter d'aller trop dans les régions polaires parce que là, effectivement, comme sur Terre, on va avoir à un moment donné, si on va vraiment près du pôle, la nuit polaire, donc il va faire nuit pendant des mois, ou même des périodes où on aura des jours très courts, des nuits longues, comme au Canada. Donc c'est pas parfait. Alors on va plutôt aller vers les moyennes latitudes ou vers les tropiques. Alors si on va à l'équateur, par contre c'est pas formidable parce que il va nous manquer quelque chose qui est disponible quand on va plus au nord, c'est de l'eau. De l'eau sous forme de glace. Il se trouve que Mars, quand on regarde sa surface, on a l'impression qu'elle est très sèche, je l'ai dit tout à l'heure. Mais en réalité, on s'est rendu compte par divers moyens, on a même testé, on a envoyé un robot en 2008 qui s'appelait Phoenix, que sur une grande partie de Mars, sous quelques centimètres de sable, eh bien, il y a de la glace d'eau disponible. Ça, c'est une grande découverte et qui vraiment va faciliter l'exploration humaine parce que on pourra quand même accéder à de la glace d'eau presque pure, hein, elle est blanche, hein, cette glace-là. Sous quelques centimètres de sable pour peu qu'on n'aille pas trop près de l'équateur. Okay. Alors, si on va, je l'ai dit, près du pôle ou à trop haute latitude, là, il y a plein d'eau, mais on risque des hivers trop froids. Okay. Si on va l'équateur, c'est le contraire. Vers 30 degrés de latitude, là, il n'y a plus d'eau sur les terrains plats. Par contre, avec un de mes collègues d'ailleurs, qui est ici à Paris, Mathieu Massandon, on a pu montrer astucieusement que sur les pentes,
orienté vers le pôle, l'équivalent des faces nord dans l'hémisphère nord, et bien là, l'eau a pu s'accumuler sous le sable. Et donc, pour moi, mon avis personnel, c'est que la bonne solution, c'est d'aller, par exemple, dans un cratère. Il y en a partout des cratères, c'est pas dur. Ouais. Et de pouvoir accéder à une pente orientée vers le nord. Comme ça, on sera quand même sous les tropiques, il fera relativement chaud, les saisons seront pas trop marquées, et on pourra aller gratter sur la pente, aller chercher quelques kilomètres cubes d'eau, quelques mètres cubes d'eau pour réalimenter, pouvoir utiliser de l'eau, soit pour respirer, soit pour boire, soit pour éventuellement faire de l'oxygène si on en a besoin. Bon, sachant qu'on peut aussi faire de l'oxygène à partir de l'atmosphère elle-même qui est constituée de CO2. Dans CO2, il y a O2. Oui. Il y a de l'oxygène. Donc, ça serait de s'installer dans un cratère au niveau des 30 degrés de latitude à peu près? Ce serait mon choix personnel, mais savez-vous que je pense que vous aurez une réponse différente à chaque spécialiste à qui vous posez la question. Oui. Mais ça, ce serait ma préférence. Après, c'est plus ou moins intéressant d'aller dans tel ou tel endroit pour des raisons scientifiques. On va explorer un terrain très très ancien, ou au contraire, on va dire non, il faut pas aller dans un terrain trop ancien parce qu'on voudrait pas polluer ce terrain sur lequel la vie a pu apparaître. Donc il y a plein de débats. Vraiment, on pourrait passer une heure à prendre. Je pourrais vous lister pendant très longtemps les différents arguments pour ou contre d'aller à tel endroit. Voilà. Oui, intéressant. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où on pourrait se faire une petite idée de ce que c'est les conditions sur Mars? Évidemment, on peut pas simuler la gravité qui est plus basse, l'atmosphère qui est plus basse, mais est-ce qu'il y a quelque part sur Terre, je ne sais pas, au sommet du Mont Everest, par exemple, où on retrouverait des conditions un peu semblables ou quelque chose comme ça? C'est une bonne question. Par bien des points de vue, l'endroit le plus intéressant de ce point de vue-là, c'est un endroit très particulier qui est, ce sont les vallées sèches que l'on trouve en Antarctique, pas très loin de la base américaine de McMurdo. Un endroit très intéressant. Alors, pourquoi? Vous savez que l'Antarctique, c'est presque partout recouvert de glaciers et de glaces d'eau. Parce qu'il fait très froid et la glace s'accumule. Mais il existe dans un coin de l'Antarctique des quelques vallées, une zone où en fait il y a un microclimat lié à la circulation, le fait qu'il y ait des montagnes autour, etc. Où en fait il fait très sec et donc le sol est libre de glace, c'est un désert et à cet endroit-là il fait très très froid en moyenne. Si on monte dans les plus hautes vallées, la température moyenne peut être de moins 40 et même en été, il fait rarement au-dessus de moins 15, moins 20, quoi. Donc, c'est un endroit où jamais il ne dégèle et en plus, où il n'y a pas d'eau. Et résultat, c'est quelque chose d'assez proche pour plein d'études que l'on peut faire sur comment un environnement, les roches, voire la biologie peut évoluer dans cet environnement-là. Parce que le plus étonnant, c'est qu'on trouve des animaux, on va dire des bactéries, qui arrivent, animaux, j'étais un petit peu rapide, des êtres vivants, qui arrivent à survivre et même à se développer dans cet environnement-là via plein d'astuces très, très amusantes à étudier. J'ai un collègue américain qui s'appelle Chris McKay qui avait fait plein de découvertes dans ce pays-là. Et puis, les géologues aussi ont fait beaucoup d'analogies parce que c'est quand même un endroit où on voit des phénomènes vraiment étonnants au niveau géologique alors qu'il n'y a presque pas d'eau liquide. Donc voilà un des endroits qui ressemble le plus. Après cela, il y a d'autres endroits qui ont été utilisés. Ça peut être des endroits très 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 secs, même s'il y fait chaud, qui vont être intéressants. Par exemple, le désert d'Atacama dans le Chili est souvent utilisé comme analogue au Chili parce que là, il fait tellement sec, il pleut tellement jamais que, pareil, on trouve du point de vue de la géologie, du point de vue de certains comportements, des choses qui évoquent certains aspects de ce qui se passe sur la planète Mars. Ou alors, au Canada, il y a un endroit qui a été un peu connu parce qu'on l'a utilisé comme analogue, entre guillemets, pour simuler des expéditions astronautiques. C'est l'île de Devon Island, dans le Nunavut, où il y a eu, à un moment donné, quelques études NASA qui continuent maintenant, mais moins dans le cadre officiel NASA. Exactement. Toutes des régions qui font pas rêver. Les gens qui rêvent de s'installer sur Mars vont dire, OK, si c'est des conditions qui s'apparentent aux milieux les plus arides sur Terre, c'est pas très intéressant. Un fantasme de la science-fiction, ça serait de terraformer Mars. Moi, un de mes films favoris, c'est Total Recall, où on procède à la terraformation de Mars. Est-ce qu'on pourrait un jour
peut-être après quelques siècles de travaux, rendre Mars un peu plus habitable, un peu plus hospitalière? Ça, c'est vrai que c'est un sujet qui passionne tout le monde. On me pose vraiment très souvent la question, à commencer par les étudiants, voire les écoliers. Et tout ça, en fait, évidemment, ça fait rêver quelque part. Alors moi, personnellement, ça fait pas trop rêver. C'est un peu comme si on me demandait de transformer l'Antarctique en île tropicale. Oui, aucun intérêt. C'est très beau comme ça. Mars aussi. Néanmoins, je vois bien l'idée quand même. C'est vrai que si on pouvait ne serait-ce que augmenter la pression de l'atmosphère, imaginez, et se balader non plus en scaphandre, mais avec une doudoune et un masque à oxygène, ça serait bien. La vie serait beaucoup, beaucoup plus simple pour l'exploration. C'est vrai, c'est vrai. Alors, la grande mode de la terraformation a vraiment connu son apogée dans les années 90, où un de mes collègues, tenez, c'est le même Chris Mackay que j'évoquais tout à l'heure, c'est la première fois que je l'évoque 2 fois dans une interview, avait fait une étude, et à l'époque, sur la base des connaissances que l'on avait, il s'était dit que Mars, comme je vous l'ai dit il y a quelques milliards d'années, était propice à l'eau liquide, il y avait des lacs, des rivières, une atmosphère beaucoup plus épaisse, et il s'est dit peut-être que cette atmosphère, elle est encore disponible, peut-être sous forme de glace carbonique, et il s'est dit probablement, si on chauffe les régions polaires de Mars où il y a beaucoup de glace, peut-être que on va pouvoir amener plein de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre, comme tout le monde sait, et donc ça va réchauffer la planète. Il avait fait des calculs et il se dit, s'il y a vraiment beaucoup de CO2, on devrait pouvoir faire basculer le climat dans un régime chaud, pas du tout comme aujourd'hui, et tout d'un coup, terraformer la planète. Alors pas au point qu'on puisse se balader juste comme ça, sans masque à oxygène, mais on pourrait faire quelque chose. Après, il avait spéculé sur l'idée que après des milliers d'années, on pourrait mettre des plantes et mettre de l'oxygène, etc. Bon, je m'arrête là. Parce que depuis, on s'est rendu compte que toutes les hypothèses qu'il avait fait à l'époque, elles ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup appris depuis 1990, et on a eu plein de missions spatiales qui ont montré que il n'y avait pas de glace du tout disponible pour reconstituer une atmosphère. Mais vraiment pas beaucoup, presque rien. Un peu quand même. On pourrait presque doubler l'épaisseur de l'atmosphère, mais elle est tellement fine qu'elle sera à peine plus épaisse si on la double. Ensuite, certains ont dit oui, mais à ce moment-là, on pourrait peut-être trouver de quoi faire une atmosphère, c'est-à-dire du CO2. Il n'y a pas grand-chose d'autre pour faire ça. En retrouvant des roches propices à former du CO2, ce qu'on appelle des roches calcaires, les roches carbonates. Vous savez que si on prend des roches carbonates, je sais pas, de la craie par exemple, si vous la brûlez vraiment, elle va cracher du CO2, ce qui est pas mal. Alors, mais le problème, c'est qu'on n'en trouve presque pas des carbonates, non plus. Non plus. Puis vraiment, on se demande pourquoi d'ailleurs, mais bon, on n'en trouve presque pas. Résultat, maintenant, tout montre que il n'y a pas du tout sur Mars de quoi recréer une atmosphère de n'importe quelle composition, mais il n'y a pas de quoi faire du gaz, de l'air en plus grande épaisseur. Et si vous dites, c'est pas grave, quand on aura la technologie, on pourra amener, on amènera de l'air en navette spatiale, ou on détournera des comètes. C'est vrai que les comètes sont assez riches en gaz potentiel. Mais quand on fait les calculs, il faut détourner des millions de comètes. C'est des quantités absolument effarantes. C'est juste vraiment impossible, au sens où ce serait beaucoup plus simple de créer des grands dômes, par exemple. On pourrait vivre, de mettre au point des scaphandres super astucieux, moulants, qui seraient bien plus confortables, ce qui ferait y aurait moins cette difficulté que j'évoquais tout à l'heure, etc., etc. Donc, je vois plus une science-fiction lointaine où on arriverait quand même à vivre sur Mars en ayant des dômes, des scaphandres astucieux, etc., plutôt qu'en terraformant Mars. Moi, je pense que c'est impossible. Oui. En même temps, depuis les années 90, je pense que notre conscience écologique a évolué, puis peut-être qu'au niveau éthique, ça serait même inacceptable de faire une telle chose si c'était possible. Et c'est amusant parce qu'il y a eu dans les années 90, quand il y a eu cette petite mode, cet intérêt pour la terraformation, il y a eu un débat. Et ce débat était assez intéressant parce que qu'est-ce que l'écologie ? Quand on prend comme définition de l'écologie, c'est la défense de la vie, par exemple. À ce moment-là, on se dit que apporter sur Mars des conditions qui rendent possible la présence d'une vie, c'est quelque part une forme d'écologie. Par contre, si on prend une définition qui est, je dois dire, plus proche de mes sentiments, c'est-à-dire préserver la nature comme elle est, parce que quelque part, c'est pour plein de raisons. D'abord, il faut préserver la nature parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y découvrir. Par exemple, une forme de vie très bien cachée, très ancienne, qui pourrait être dans le sous-sol, je ne sais quoi.
Eh bien, à ce moment-là, il faut pas toucher à Mars de la même manière qu'on n'a pas trop envie, encore une fois, de modifier le climat de l'Antarctique pour y aller en vacances, quoi. Oui, tout à fait. Ça passerait. Écoutez, on va passer sur un peu un autre sujet. Vous avez participé à de très nombreuses missions martiennes. En fait, je vais référer nos auditeurs et auditrices à une conférence que vous avez donnée en 2018 qu'on peut retrouver sur YouTube et qui s'appelle Mars, la nouvelle vague. Conférence vraiment très intéressante où vous parlez de vos expériences sur différents projets. Vous vous présentez même comme un âge noir qui porte malheur à certaines missions martiennes, ce que je pense pas qu'il est le cas. Écoutez, j'aimerais ça que vous me résumiez brièvement un peu votre participation à différentes missions martiennes depuis une bonne vingtaine d'années? Oui, au moins. Et c'est vrai que quand je raconte ça, j'en profite pour souligner le fait que l'exploration spatiale est quand même vraiment très difficile. C'est ce que vous avez évoqué en fait. Absolument. Et c'est le cas pour mes collègues, bien sûr. C'est-à-dire que, évidemment, on parle souvent des grands succès qu'il y a eu dans l'exploration de Mars. Et on voit les ingénieurs et les chercheurs, dont je fais parfois partie, qui sautent en l'air de joie quand une mise en orbite ou un atterrissage est réussi. Mais l'une des raisons, c'est que des fois, ça marche pas. Donc, souvent. Pour faire très court, vous savez, je vous ai raconté que j'avais commencé comme ingénieur pour l'Agence spatiale française. J'avais été envoyé à la NASA. Et c'était en plus pour un projet russe. Donc, vous voyez la complexité du système international. Et donc, j'étais dans une équipe qui travaillait sur une énorme mission spatiale de la NASA qui s'appelait Mars Observer, qui a été lancée en 1993, qui devait se mettre en orbite autour de Mars en août 93, et au moment où elle arrivait, elle a explosé. En fait, on ne sait pas trop ce qui lui arrivait, mais au moment où on a commencé à la préparer, à réactiver les moteurs avant de freiner, pour pouvoir freiner pour se mettre en orbite quand on arrive, et on a perdu contact. Ensuite, je suis rentré en Europe et j'ai travaillé à ce moment-là la grande mission pour nous. C'était une mission avec les Russes qui s'appelait Mars 96, qui a été lancée vers Mars en novembre 1996. Eh bien, cette mission, elle a été perdue. Peu après le lancement. En fait, elle s'est retrouvée au fond de l'Atlantique, du Pacifique, j'ai un doute maintenant, suite à un problème du lanceur russe. Donc ensuite, il y a eu d'autres missions. Alors il y en a qui ont réussi, mais dans lesquelles je n'étais pas directement impliqué. Tout le monde se souvient. Donc en 97, il y a eu des belles missions américaines qui ont réussi. La mission Mars Global Surveyor en orbite, et puis une mission qui s'est posée qui s'appelle Pathfinder. Donc là, j'ai pas mal travaillé avec ces missions, même si j'avais pas de rôle officiel, j'étais encore jeune. Par contre, 2 ans plus tard, j'étais dans l'équipe de la mission spatiale qui s'appelait Mars Climate Orbiter, aussi une mission américaine qui devait se mettre en orbite en septembre 99. Racontez ce qui est arrivé. Oui. Et cette mission-là, au moment où elle s'est mise en orbite, en fait, on a perdu le contact. Alors, moi, j'étais au Jet Propulsion Laboratory en Californie, là où on faisait les commandes de cette mission. Alors, tout le monde s'est gratté la tête et rapidement, on s'est rendu compte qu'il s'est passé un truc terrible. La mission était passée beaucoup plus bas que prévu près de Mars. Elle a brûlé dans l'atmosphère. Et la raison, c'est que on avait mal fait la correction de trajectoire dans les derniers jours. Et pourquoi on avait fait mal la correction de trajectoire? C'est qu'il y avait eu vous avez raison, c'est une histoire un peu canadienne, américaine. Il y avait eu un malentendu dans l'utilisation des unités. L'industriel qui avait fourni les moteurs, enfin la sonde, les instructions pour le moteur de correction de trajectoire, les avait données en newton, en pounds, en unité qu'on dit impériale, c'est ça? C'est ça, exactement, en livres. En livre, vous avez raison. Alors que, évidemment, la NASA, comme les Européens, comme au Canada, je crois, on utilise des unités système international, c'est-à-dire les newtons. Exact. Donc, des fois, on raconte ces histoires en disant qu'on a confondu les miles et les kilomètres. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Ça revient à peu près à ça. C'est incroyable. À peu près à ça. Bon, après, il s'est passé d'autres choses. Moi, je connais un petit peu les détails. C'est plus compliqué que ça. Il a fallu vraiment l'accumulation de problèmes pour que cette affaire arrive. Mais enfin, bon, en tout cas, la sonde a brûlé. Vous voyez, ça, donc, c'était déjà ma 3e mission perdue. Il y en a une juste après, déjà en décembre de la même année, qui s'est écrasée, dont on n'a jamais eu de nouvelles, qui s'appelait Mars Polar Lander. Bref, quand même, après, on a réussi à faire des choses en Europe en particulier. Là, j'étais très, très impliqué. J'ai un rôle qui m'a vraiment beaucoup plu. Dès 2003, on a pu lancer une mission européenne qui s'appelle Mars Express. Il y avait une partie qui devait se mettre en orbite. Donc, c'est la sonde Mars Express elle-même qui fonctionne encore et qui a révolutionné en toute objectivité notre connaissance de Mars. Absolument. Et puis, il y avait un atterrisseur qui était essentiellement fourni par l'Angleterre.
si vous voulez, en Europe, c'est très comme ça, différents pays contribuent comme ils peuvent. Alors c'est très amusant. Par exemple, il y avait des spectromètres et des spectro-imageurs français, un radar italien, une caméra allemande. Et les Anglais, ils ont dit bah non, nous on va fournir un petit atterrisseur qui va se poser à la surface. Et ben cet atterrisseur, il a presque marché, mais quand même c'est à moitié écrasé aussi, et donc on n'a pas pu le faire fonctionner. Et voilà, pour vous donner une anecdote tout à fait personnelle, la première commission d'enquête a conclu que c'était de ma faute. Ah bon? Ouais. Heureusement, il y a eu derrière de ma faute. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont conclu que les modèles d'atmosphère qui avaient permis de préparer l'atterrissage, l'ouverture des parachutes, vous voyez tout ça, étaient faux. Et c'était mon équipe, c'était moi, si vous voulez, qui avait fourni ces modèles-là. Et en fait, après, la commission plus sérieuse, la commission officielle de l'Agence spatiale européenne et du gouvernement anglais a revisité le problème et a conclu que ce n'était pas de ma faute et que il y a d'autres problèmes. Et dans le résumé qui fait quelques lignes, le dernier point, c'est ce n'est pas de la faute. Donc ouf. Exactement, voilà. Une chance. Voilà. Après, vous voyez, ça c'était une mission formidable. Puis derrière, après, je participe. Il y a beaucoup de jargon derrière ça, comme co-investigateur à une mission américaine formidable qui s'appelle Mars Reconnaissance Orbiter, pareil, qui un satellite d'observation. Et puis, derrière, je pourrais vraiment continuer la liste. Les missions récentes qui sont vraiment excitantes, je dirais, qui sont encore en fonctionnement, c'est l'atterrisseur InSight, donc qui s'est posé en novembre 2018, et pour nous est très important, nous Français, parce que en fait, l'instrument principal a été fourni par mes collègues, par la France, par l'Agence spatiale française. C'est un sismomètre. Et donc, InSight, c'est une station géophysique avec ce sismomètre. Et puis, évidemment, moi, vous avez compris, je m'intéresse beaucoup à l'atmosphère. Et donc, il y a une très, très bonne station météo dessus. Et je m'occupe de cette météo avec quelques collègues. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir une petite station météo privée pour nous. C'est vraiment très, très chouette. Dites-moi, maintenant, vous avez toutes les missions de cette année. Et en particulier, je m'intéresse aussi à une mission tout à fait étonnante, la mission des Émirats Arabes Unis. Donc, c'est pareil, c'est un satellite d'observation en orbite, mais qui est très astucieux. Et puis, c'est une aventure très différente de travailler avec des Émiratis. C'est étonnant. D'autant plus que, vous le savez peut-être pas, mais aux Émirats Arabes Unis, ils ont toujours promu l'éducation des femmes depuis la fondation du pays il y a 50 ans. Et il y a un biais culturel inverse de chez nous, en tout cas de chez nous en France, qui fait que c'est surtout les femmes qui étudient les maths, les sciences, l'ingénierie. Résultat, l'équipe scientifique est très, très, très féminine, ce qui est étonnant quand on travaille sur une mission arabe. Donc, c'est très sympathique. Exactement. Je vais revenir sur les 3 dernières missions que vous avez évoquées. Entre autres, vous avez passé par-dessus la mission ExoMars TGO. J'aimerais que vous m'en parliez un peu. Qu'est-ce que cette mission-là? Et elle avait pour mission d'étudier le méthane. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on a trouvé avec TGO? Alors, vous avez raison, j'ai voulu accélérer, je voulais pas être trop bavard. Donc, en 2016, aussi une mission très importante pour moi, en tout cas, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc, c'est une mission double aussi. Vous avez donc un satellite qui s'est mis en orbite, un satellite d'observation, donc le Trace Gas Orbiter, et vous aviez un atterrisseur qu'on a appelé Schiaparelli, et bon, vous savez, vous pouvez deviner ce qui lui est arrivé, il s'est écrasé aussi. Le pauvre aussi. En octobre 2016, si vous voulez, je vous raconterai pourquoi. Néanmoins, le Trace Gas Orbiter, comme son nom l'indique, avait pour objectif pas seulement d'observer le méthane, mais effectivement d'observer l'atmosphère et tout particulièrement d'essayer de renifler. Alors, j'exagère un peu en disant ça, en fait, grâce à des méthodes de spectroscopie un peu astucieuses, d'essayer de détecter des gaz traces pour voir quel genre d'activité on pouvait trouver, par exemple une activité volcanique, voire, fantasme total, une activité biologique. Et une des motivations, c'était cette histoire de méthane sur Mars qui, effectivement, depuis quelques années, nous a tous passionnés parce que dans les années 2000, on a eu quelques observations, on va dire surtout par télescope, puis confirmées par des instruments à bord du rover américain Curiosity, qui disait qu'il y avait du méthane sur Mars. Alors, une petite valeur de fond, et puis parfois des espèces de nuages de méthane, pas en grande quantité, mais suffisamment en quantité élevée pour intriguer et nous dire qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le sous-sol, quoi. Donc, on est arrivé là-bas convaincu qu'on allait voir des choses intéressantes. Juste peut-être préciser que le méthane pourrait être d'origine biologique. C'est d'où l'intérêt de savoir y a-t-il ou non du méthane.
Ouais, vous faites bien de préciser parce que du méthane, il y en a plein sur certaines planètes comme Titan. Il y a des mondes où il y a beaucoup de méthane et ça prouve pas qu'il y a de la vie. Non. Sur Terre, il y a beaucoup de méthane aussi, mais c'est vrai qu'il est d'origine biologique, essentiellement. Et sur Mars, en fait, la chimie de l'atmosphère est telle qu'il ne devrait pas y avoir de méthane. Okay. Parce que s'il n'y a pas de source, il est détruit relativement rapidement. Donc le fait d'en voir, ça nous dit que il doit y avoir une source. Or, une source de méthane, vu le comportement qu'il a, il faudrait une source très très intense. Il faudrait des milliers de volcans, par exemple, si on voulait, par exemple, que ce méthane soit d'origine volcanique, en faisant l'analogue avec ce que crachent les volcans terrestres. Donc c'était vraiment très très intriguant. Okay. Donc d'où cette excitation. Mais c'était tellement intriguant que je dois dire à titre personnel, avec un collègue, par exemple, on avait écrit un article dans le journal prestigieux, d'ailleurs Nature, qui et dont le titre, c'est rare de pouvoir publier un article sans résultat scientifique. Le titre, c'était les observations de méthane sur Mars sont incompréhensibles du point de vue physique et chimique. Et dedans, on montrait que c'était incompréhensible. C'était inexplicable. Donc, la conclusion qu'on avait eue déjà, c'est de dire, soit on est devant une révolution scientifique incroyable. Je tiens encore une fois à souligner que c'était vraiment étonnant de voir des panaches de méthane passer comme ça. Ou alors, c'est tellement surprenant qu'il faut quand même vraiment regarder si on n'a pas en fait une illusion, un artefact, c'est-à-dire un problème technique qui fait qu'on croit avoir du méthane, mais qu'en réalité, il n'y en a pas. Okay. Juste derrière ça, le Curiosity, comme je l'évoquais, a mesuré du méthane avec un instrument de qualité. Donc, on s'est dit, mais c'est pas possible, il y en a. Alors, qu'a trouvé le 13 Gas Orbiter? Eh bien, rien du tout. On a montré qu'il n'y en avait pas, puis qu'il y en avait, et ça, c'est vraiment une énigme encore, qu'il y en avait beaucoup, beaucoup moins que ce que mesurait à la surface le rover Curiosity. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous observez depuis l'orbite l'atmosphère, disons, pas tout à fait à la surface comme le fait Curiosity, et c'est vrai. Néanmoins, notre compréhension de l'atmosphère de Mars nous dit que l'atmosphère devrait être bien mélangée, quoi. Le méthane, s'il y en a là où est Curiosity, on devrait le voir depuis l'orbite. Oui, franchement, on a des mesures qui sont assez proches de là où est Curiosity. Malgré tout, on a confiance quelque part. Moi, j'ai confiance dans mes collègues américains. Là, l'instrument est quand même c'est un instrument très particulier qui mesure avec une diode laser. Il est conçu pour être très précis. Et eux sont convaincus qu'ils voient du méthane et ils sont assez lucides. Ils ne sont pas dogmatiques. Ils essayent de trouver pourquoi ils pourraient en voir alors qu'il n'y en a pas. Et ils en voient quand même. Moi, je pense quand même que c'est une illusion. C'est mon hypothèse favorite, malheureusement. Okay. Mais il faut quand même résoudre ce problème. Néanmoins, pour ce qui concerne le 13 Gas Orbiter, pourquoi je suis pas trop sceptique sur le fait qu'il n'y a pas une erreur instrumentale du côté de notre satellite, c'est que en fait, on a deux instruments différents, gérés par des équipes différentes, complètement indépendamment, et qui n'envoient ni l'un ni l'autre, avec des méthodes un peu différentes. Donc c'est vraiment, moi je crois qu'il n'y en a pas. Okay. Fait que ça reste un peu un mystère. Il n'y en aurait pas, mais les Curiosity en mesure. Donc, on est passé d'un mystère scientifique qui était quand même extraordinairement excitant, c'est-à-dire il devrait pas y en avoir, mais on en voit, donc peut-être qu'il y a un volcanisme secret, voire une vie cachée. Ça, c'était quand même un mystère excitant. Absolument. Maintenant, il reste un mystère un petit peu scientifique, mais qui est un petit peu technique, c'est pourquoi Curiosity voit du méthane et pas le 13 Gas Orbiter, sachant que le 13 Gas Orbiter est peut-être 50 ou 100 fois plus sensible. C'est ça, il est conçu pour ça. Fait que mystère à résoudre. Ouais, puis il utilise une certaine méthode. On observe les couchers de soleil, on regarde les photons qui passent à travers l'atmosphère, vus du satellite. Et le soleil est tellement brillant, vous voyez, ça donne un signal très puissant. Et donc, dans notre jargon, un rapport signal sur bruit très, très fort. Et on mesure les gaz traces avec une précision diabolique. C'est ça, s'il y en avait, vous le verriez. C'est ça, exact. J'aimerais vous parler un petit peu d'Insight. Donc, vous l'avez évoqué, il y a une station météorologique sur Insight. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Avez-vous appris des choses particulières depuis que Insight est en opération depuis quoi maintenant? 2 ans? Oui, ça fait, on a déjà fait un peu plus d'1 an martien. Absolument, oui. Un an martien, c'est un peu plus de 2 ans, un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Donc, au niveau météo, il y a des choses que l'on savait déjà, mais qu'on a pu mesurer en un point. Donc ça, c'est très intéressant. Par exemple,
le comportement de systèmes météo. Je vais pouvoir vous raconter un peu. Par exemple, on arrive à mesurer les dépressions des anticyclones avec une très grande précision, ce qu'on n'avait pas fait depuis la mission Viking des années 70, des missions américaines des 70. Donc ça fait longtemps. Puis c'est intéressant, c'est très technique, mais pour nous c'est intéressant parce que là on revient sur ce que je racontais au début, c'est le fait qu'on peut étudier un phénomène qui existe sur Terre, mais sur un autre monde. Donc c'est un super laboratoire naturel pour tester notre compréhension théorique de la météorologie, de la mécanique des fluides, d'un fluide comme de l'air, etc. On mesure aussi d'autres phénomènes météo comme les ondes de marée, on voit les vents, on peut tester nos modèles avec une très grande précision à la surface. Donc, ce sont des modèles de météo et de climat, et c'est les mêmes modèles qu'on utilise sur Terre. Donc, c'est un très bon test pour vérifier que les modèles qu'on utilise même sur Terre, par exemple pour prévoir le changement climatique, fonctionnent bien. Voilà le genre de choses. Par ailleurs, quand même, l'instrument météo qui est sur InSight est un petit peu sans précédent par certains points de vue, parce qu'il a été conçu en fait pour assister le sismomètre. L'idée, c'est qu'il soit très précis à très haute fréquence, c'est-à-dire il fait des mesures vraiment toutes les secondes, si vous voulez. Eh bien, ça permet de voir plus, et ça permet d'une part de vérifier que certains tremblements de Mars que l'on mesurait avec le sismomètre ne sont pas simplement des rafales de vent. Et en plus, ça permet de mesurer des phénomènes vraiment étonnants que l'on a découverts avec des espèces de vibrations de pression, le passage de systèmes convectifs. Voilà, c'est tout de suite un petit peu technique, mais alors scientifiquement vraiment passionnant, avec des choses bizarres qui s'y passent, des petites oscillations sans équivalent sur Terre. Donc, pour un météorologue, c'est très, très intéressant scientifiquement. Pas facile à raconter, on est loin des bactéries qui produiraient du méthane, et des bons articles scientifiques pour nous. À venir. Et maintenant, vous participez à la mission arabe Amal. Est-ce que ça se passe bien? Là, on sait que la sonde s'est placée en orbite autour de Mars à la mi-février. Tout fonctionne bien? Vous recevez des données? Tout se passe bien. On n'a pas reçu beaucoup de données parce que pour l'instant, on est en train de finaliser la mise de la sonde dans l'orbite scientifique. Ce qui s'est passé, c'est que quand la sonde est arrivée, elle est passée proche de Mars. On a freiné pendant presque 30 minutes. On rallume les moteurs pour freiner et se mettre en orbite. Si on freine pas, on continue tout droit, donc on reste en orbite autour du Soleil, si vous voulez. Donc elle a été capturée par Mars. Et puis ensuite, il y a eu une série de modifications de trajectoire. On rallume les moteurs de temps en temps pour aller sur l'orbite finale. Orbite finale qui est en plus vraiment ce qui fait l'originalité de cette mission. C'est une mission, quand même, les Émirats sont pas capables de faire un rover comme Perseverance que Curiosity. Ils ont fait un satellite plutôt classique, mais très astucieux, avec des instruments pas très innovants, mais qui observent Mars depuis une orbite particulière, en restant loin de Mars. Donc, ça fait des très belles images. On va voir le disque de Mars, des croissants de Mars. Et on reste toujours entre 20 000 et 43 000 kilomètres de Mars. Mars, ça fait 6 400 kilomètres de diamètre. Donc, vous voyez, on la verra bien dans son entièreté. Avec des instruments pour observer l'atmosphère, faire des belles images, on pourra faire des études sur la météorologie, toujours mon domaine favori, tout à fait original comparé à ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, on avait plutôt observé Mars depuis l'orbite basse, par tranche comme ça, pas dans son entièreté. Voilà ce qui fait l'originalité de cette mission. Donc, il y a des données intéressantes à venir. Dites-moi, on arrive vers la fin du balado, de notre entretien vraiment fort intéressant. Je peux pas m'empêcher de vous poser une question. Beaucoup de gens rêvent qu'on organise un jour une mission vers Mars, qu'on envoie des humains vers Mars, évidemment avec, je l'ai expliqué dans certains balados, toutes les contraintes que ça imposerait à un équipage pour se rendre sur Mars et en revenir. Est-ce que si on vous offrait cette opportunité-là de monter à bord d'une mission martienne, iriez-vous? Alors moi, à titre personnel, oui. Oui? Oui, moi je suis très... Je suis vraiment, comme je voulais évoquer au début, je suis un explorateur. Oui. J'adore ça, quoi. J'ai une passion pour l'exploration et effectivement l'exploration ultime. Être astronaute sur la Lune ou sur Mars, ça serait formidable. Je trouve que moi, je suis d'une génération en Europe qui n'a pas eu l'opportunité même de candidater à une sélection d'astronautes. Alors je pense pas que j'aurais été sélectionné, mais en tout cas j'ai pas pu. Il y a pas eu
c'est pas donné. Je suis dans une tranche d'âge où le dernier recrutement était il y a trop longtemps et le plus récent, j'étais déjà trop vieux. OK. Mais ça, c'est pas grave. Je pense pas que ce soit arrivé. En tout cas, oui, moi, je serais partant. Après, le scientifique que je suis doit préciser que l'exploration de Mars ne se justifie pas complètement par la science. Ce que je veux dire par là, c'est que la mission, c'est vrai d'ailleurs pour tout ce qui est astronautique. Explorer même la station spatiale internationale, la Lune ou Mars, ça coûte extrêmement cher. Et donc, la science ne peut pas justifier ça. Je peux pas me tourner vers un collègue médecin ou physicien en lui disant, écoutez, c'est très bien votre étude du cancer ou des particules, mais vraiment, ce qui est le plus important, c'est de comprendre les cailloux sur Mars. On a besoin de 300 milliards de dollars. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, il est vrai aussi que il y a d'autres motivations pour faire de l'astronautique, pour envoyer des hommes dans l'espace. Ce sont des projets communs qui suscitent des vocations. Beaucoup d'entre nous, peut-être vous en faites partie, puisque vous en parlez, sont plutôt favorables à l'idée que les moyens publics, les gens se mettent ensemble pour qu'on fasse cette extraordinaire aventure et qu'on ait quelques astronautes ambassadeurs qui aillent pour nous et qu'on vive ça tous ensemble. Donc j'en fais partie. Donc je suis la partie comme ça citoyen, passionné d'exploration que je suis, et content que pour quelques dollars, quelques euros par an, on puisse envoyer vous seriez prêt dans l'espace, voire plus tard vers Mars. Ouais. Oui, vous seriez prêt à accepter tous les sacrifices que ça impose de quitter la Terre pour 2 ans, 2 ans et demi, à être éloigné de votre famille, de vos proches, etc. Le sacrifice vaudrait la peine pour vous? Écoutez, c'est facile à dire pour moi parce que maintenant ça m'arrivera pas. Hein. Okay. Mais quand j'étais un petit peu plus jeune et j'aurais eu l'opportunité, j'aurais dit, je suis certain que j'aurais été volontaire, absolument. Exactement. Écoutez, ça a été vraiment passionnant. Je vous remercie beaucoup. Je pense que nos auditeurs et auditrices vont avoir beaucoup de matière à se mettre sous la dent. Merci beaucoup, François, pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Un honneur. Merci. Parfait, merci. Au revoir. Au revoir. Un grand merci à François Forget pour son temps et sa générosité de nous avoir accordé cette belle entrevue. Il a publié 2 livres, donc le premier, La planète Mars, Histoire d'un autre monde. Ça, c'était aux éditions Bélin en 2006. Et le livre aussi, donc le deuxième livre, Système solaire et planètes, chez Ellipse. C'était en 2009 que ça l'a paru. Pour ceux qui nous écoutent sur Patreon, vous avez un bonus à la fin de l'épisode, alors que Claude lui a demandé à François s'il pensait qu'on allait envoyer une expédition habitée vers Mars dans 20 ou 30 ans. Sa réponse est très intéressante. Ça, c'est exclusif à nos patrons. Aussi pour nos patrons, il y a un fascicule, c'est le fascicule 64, donc écrit, un PDF écrit avec des photos. Ça, c'est exclusif pour vous également. Je veux remercier 3 nouveaux contributeurs, Simon Aujar, Émilie Plamondon et Christophe Staillès. Merci à vous 3. Bienvenue à bord. Vous faites maintenant partie du voyage avec nous. Je veux d'ailleurs remercier chaleureusement nos 99 patrons. Bien, au moment que j'enregistre la conclusion, on est à 99 contributeurs. On approche le chiffre symbolique de 100. On espère qu'on va l'atteindre. C'est très proche. Merci à vous tous de nous supporter. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.